Merci d'être venus nous rejoindre nombreux pour cette présentation. Je suis accompagné de Sandra. Bonjour à tous. Donc, je suis moi-même le directeur général de la société NP6 et Sandra est notre directrice marketing. Et on va vous présenter, donc vous pouvez nous suivre sur Twitter ou réagir. Et on va vous présenter assez brièvement NP6. Assez brièvement parce que ce qui va être le plus important, c'est finalement notre présentation de la partie Customer Data Platform, CDP. On va vous détailler le what, le why, le how finalement de ce que l'on fait dans ce domaine. Et ensuite la présentation d'un use case. Le use case d'une société qui s'appelle PerfectStay, qui est une société spécialisée dans le voyage. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est pas mal en vue ces dernières semaines, ces derniers mois. Elle a fait de grosses levées de fonds et elle travaille avec nous depuis 3 ans et elle nous a accompagnés sur depuis la naissance de cette entreprise dans son appropriation finalement et de la donnée et du média, notamment du média email. Alors NP6, c'est une société qui existe depuis 20 ans. Alors, 20 ans dans l'activation marketing. Est-ce que vous connaissez... qui connaît NP6 dans la salle? Est-ce que vous avez levé la main? Tous? Pas tous? 1, 2, 3, 10. Mail Performance, est-ce que ça vous dit quelque chose? Mail Performance, ça vous dit plus rien? Finalement, c'est pas mal. Il y a 20 ans, et pendant ces 18 dernières années, la société s'est appelée par le nom de son produit qui s'appelait Mail Performance. Et aujourd'hui, l'entreprise et le produit s'appellent comme le nom de l'entreprise, c'est-à-dire NP6 Conversational Marketing. Et donc, ça fait 20 ans qu'on propose des solutions de marketing digital. Et depuis 5 ans qu'on travaille sur la partie data management. Donc le produit qu'on va vous présenter, la solution, la façon dont on peut gérer la donnée avec une Customer Data Platform, eh bien, ça fait 5 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Notre mission, NP6, c'est accompagner. Alors c'est la mission qu'on vous présente, mais c'est la mission qu'on présente aussi en interne. C'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Eh bien, c'est pour ça. C'est pour accompagner les directions marketing et relations clients des entreprises en les équipant d'une plateforme leur permettant d'orchestrer simplement, en totale autonomie et sur plusieurs canaux, la relation avec leurs clients. Et on va voir comment c'est possible avec les assets technologiques qui sont les nôtres. Je vous laisse le temps de bien parce que c'est ça qu'on doit faire à la fin. 400 marques nous font confiance sur ces périmètres-là. Tout ou partie du périmètre. Ça peut être data plus activation. Ça peut être data plus activation plus création. Création au sens création des messages. Et là, vous avez un exemple de quelques-uns des clients qui nous font confiance et qui sont pluridisciplinaires. Enfin, on se retrouve avec des activités qui sont diverses et variées. On a effectivement des points forts. On a par exemple la banque assurance qui est très présente chez nous, mais on voit qu'on a également du e-commerce, on va avoir de la presse. Alors, c'est quoi une Customer Data Platform? What? Avant, on avait une interaction qui était assez simple, et nous, on la vit depuis pas mal d'années. C'est effectivement une interaction entre le CRM et l'email. D'accord. L'email et le SMS marketing. Donc nos clients, depuis 20 ans, déposent chez nous, nous font confiance sur la sécurisation de leurs données, mais surtout l'activation de leurs données via 2 canaux principaux qui sont l'email et le SMS. À cela, on a rajouté finalement une intégration dans laquelle on doit donner des réponses. On doit dire finalement l'action que tu as menée avec cet email ou avec ce SMS, il a eu telle incidence, et donc on va fournir un analytique. Je vous fais un peu l'histoire de comment on en est arrivé là et comment vous y êtes arrivé également, puisque pour certains d'entre vous, vous utilisez ces médias depuis de nombreuses années. Ensuite, on a vu l'interaction évidente du web dans cette équation, qui vient lui-même apporter sa brique analytique qui va, elle aussi, enrichir toute cette connaissance. Puis enfin, on a d'autres data players qui vont apporter de la third party, de la seconde partie, qui vont venir mieux connaître, qui vont nous permettre de mieux connaître et de mieux orienter, mieux cibler nos clients. Et puis après, tout s'accélère. Et là, ça devient très très compliqué, parce qu'on a multitude d'offreurs, de technologies finales, de scoring, d'activation, de segmentation. Et il faut s'y retrouver. L'objet d'une DMP, pour vous rendre heureux et puis rendre heureux nos clients, donc vos clients finalement, c'est de leur apporter une solution dans laquelle on va arriver à faire un ciblage qui soit qualitatif et une expérience pour au final avoir une expérience utilisateur qui soit pertinente. En fait, ça illustrait, si Pardon. tu veux revenir, c'est quand on y arrive à faire ça, c'est un peu l'effet waouh, quoi. Quand on arrive à connecter tous ces écosystèmes qui sont quand même extrêmement compliqués, je pense que le marketeur est très content. Le pendant, si tu veux,
c'est que on se retrouve dans une situation où j'ai un bout de la data qui est un petit peu partout. J'ai un bout de mon profil client qui va être dans mon outil d'email marketing, un bout qui va être dans mon CRM, et c'est très compliqué d'avoir cette vision unifiée où je vais pouvoir récupérer l'ensemble du comportement, l'ensemble de ses habitudes, de ses souhaits et de sa donnée de CRM. Et donc la solution, c'est l'agrégation. Enfin, en tout cas, c'est la concentration. La concentration autour d'une Customer Data Platform. Customer Data Platform, ça peut porter... c'est une appellation qui est assez récente, finalement. On est un peu dans le domaine de la digitalisation du CRM, mais finalement, c'est un terme qui est assez récent, assez neuf, de récupération, de récolte de l'ensemble de ces éléments hétérogènes, de ces données hétérogènes au sein d'un même repository. Et de l'interaction de ces différents éléments. C'est-à-dire quand j'amène une donnée, elle n'est pas définitivement apportée puis froide. Elle est apportée puis consolidée. L'individu, alors on est très, nous, customer-centrique, c'est bien le terme, hein, Customer Data Platform. On est très customer-centrique, c'est-à-dire que l'individu que vous avez dans votre base de données, il va vivre, il va évoluer avec vous, avec les médias, avec les contenus que vous allez lui apporter, avec l'apport que vous allez avoir d'autres sources, finalement, qu'on va pouvoir consolider et préciser finalement son profil. Alors, sur le marché, pour les marketeurs, c'est assez compliqué de s'y retrouver dans tous ces acronymes CDP, DMP, Marketing Automation. En fait, quand on prend la CDP au sens pur du terme, c'est une capacité à centraliser la donnée et à construire une vision customer-centrique, sur laquelle je vais rajouter une couche d'intelligence. Une CDP, normalement, n'active pas, c'est-à-dire qu'elle va se connecter à des écosystèmes tiers pour envoyer des segments d'audience en vue de l'activer dans des outils qui vont être externes à la CDP. Nous, on a un positionnement un petit peu particulier, c'est que comme on vient de l'activation marketing, on propose en fait une Customer Data Platform qui intègre cette activation native, email, SMS, et qui intègre les réseaux sociaux par exemple, mais aussi d'autres canaux. Ce qui permet aux marketeurs d'avoir vraiment une vision sans couture de la data à son activation et à la récupération du comportement des utilisateurs en vue d'enrichir son référentiel client unique. Donc c'est là qu'on voit le bouclage entre une donnée qui est entrante, le référentiel qui va l'agréger, le marketing automation qui va la mettre en musique. Finalement, c'est mon plan relationnel que je vais composer à cet endroit-là, puis l'activation sur les canaux et ensuite une boucle qu'on ne voit pas forcément très bien sur le bas du tableau qui remonte cette information. Parce que finalement, la réactivité d'un utilisateur, d'une adresse finalement que vous allez adresser à un message que vous allez lui envoyer, sa réactivité, la vitesse à laquelle il va ouvrir, est-ce qu'il a ouvert, est-ce qu'il a cliqué, bon, c'est autant d'éléments, et je parle de ça sur un média qui est l'email, mais sur l'ensemble des médias, ça vous donne des informations qui sont très riches sur la pertinence de votre message, en tout cas la cible adressée, et la possibilité de rectifier et de modifier le message de façon à ce qu'il soit plus pertinent pour les prochaines communications que vous allez avoir avec lui. Alors pourquoi une Customer Data Platform? Donc on l'a vu par la fonction, donc ça sert à agréger, mais finalement pourquoi est-ce que j'en mettrai, est-ce que je passerai à cette approche-là? Parce que ça me permet de prendre conscience de mon asset data. Dans une entreprise, on l'a vu, il y a un nombre assez considérable de dispositifs, de collecte d'informations à tous les points de contact qu'on va avoir avec lui, qu'ils soient internes d'ailleurs à l'entreprise ou externes, des tiers avec lesquels on travaille, une plateforme d'e-commerce, un CRM externalisé, donc des choses qui ne sont pas forcément en totale maîtrise de l'entreprise et qui sont surtout éparses. L'idée, c'est de la récolter et de prendre conscience de ce capital. C'est-à-dire quand on parle de capital data, c'est bien, comme le capital financier, c'est de quoi est-ce que je dispose réellement pour pouvoir activer. Et on va aller chercher dans ce capital ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce capital. Si vous n'avez pas de capital, je ne vous l'apprends pas, si vous n'avez pas de capital financier, ça va être compliqué pour acheter quoi que ce soit, pour acheter une maison, pour créer une entreprise. Bon. Mais le capital data, c'est un peu pareil. Et quand on ne l'a pas, on va essayer de l'acquérir. Donc l'acquérir, ça veut dire, 1, regarder en interne ce que l'on a à disposition, 2, le composer et le créer quelque part. Et donc créer des programmes de fidélisation ou voire l'acquérir en allant acheter de l'information tout en respectant bien évidemment le RGPD, mais une information qualifiante qui va vous permettre de mieux connaître finalement les individus avec lesquels vous commercez. Alors, l'illustration de ce petit visuel disquette,
C'est aussi pour illustrer que le fait que quand on choisit une Customer Data Platform ou un outil de centralisation de la donnée customer-centrique, il y a un certain nombre de nettoyages à faire pour être notamment RGPD compliant. C'est-à-dire qu'on va, quand un client nous demande de centraliser sa donnée, on va avoir une première étape où on va aller regarder l'ensemble de ces flux et conserver uniquement les cibles qui ont été en interaction avec la marque. Donc il y a un premier nettoyage qui est essentiel pour les marques, pour bien travailler, être RGPD compliant, et forcément ça tient plus sur ce support. Voilà, alors on pourrait croire qu'effectivement, alors on est tous soumis à cette réglementation, et on pourrait croire qu'effectivement, enfin, peut-être que vous êtes de super bons élèves, tous, et que vous avez vraiment travaillé le dossier et le sujet de façon très appliquée. J'en vois qui baissent la tête, j'imagine que c'est pas tout à fait nickel. Bon, eh bien rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Et vous n'êtes pas les seuls, et on rencontre effectivement une quantité d'interlocuteurs avec lesquels on travaille qui se trouvent dans une situation d'interrogation, quand même, encore aujourd'hui, sur la donnée, celle que je peux utiliser, celle que je peux plus utiliser, celle que je peux réactiver ou que je ne peux pas réactiver. Et on apporte effectivement, on a aussi cet apport en conseil, en accompagnement, de data cleaning, cleansing, pour bien retirer finalement une information une donnée qui est à la fois utile mais aussi légale. Activer et enrichir son capital data. C'est le cycle de vie en fait. J'ai une information que je vais avoir dès la première interaction, et puis le cycle de vie que vous connaissez finalement de travail en collaboration avec votre client pour le coup, et la connaissance que vous allez acquérir. Non seulement la connaissance que vous allez acquérir au fil de l'eau, au fil du cheminement, mais aussi la donnée qui, en interaction, va vous permettre de consolider le profil pour arriver jusqu'à une connaissance parfaite de ce profil. Et finalement, l'ultime, finalement, ce que vous recherchez à tout prix, finalement, c'est quand vous êtes dans une phase d'attrition, où vous êtes en train de perdre le client, ou en perte de vitesse sur une population de clients, de repartir sur une phase d'acquisition, sur une phase de consommation finalement de ce consommateur ou de ce lecteur ou de cet adhérent, enfin toutes les possibilités finalement en fonction de votre métier. On est bien dans un nouveau paradigme qui est que, et on l'a bien connu, on est passé du campagne-centrique au customer-centrique. Campagne-centrique, c'est je pousse une information, je la diffuse, j'ai pas d'interaction ou peu d'interaction, et c'est le même message pour tout le monde, au customer-centrique. Et pour arriver à cette situation qui est la nôtre aujourd'hui, concrètement, la mienne, la vôtre, également en tant que consommateur, effectivement, je suis obligé d'avoir cette connaissance multiple. Si j'ai pas cette connaissance multiple, je vous connais pas bien. Si je vous connais pas bien dans les médias que vous avez l'habitude de consommer, dans les habitudes de consommation que vous avez chez moi, et que je ne fais pas le rapprochement en fait entre ces différentes sources de données, je vous connais pas bien, et vous allez me reprocher à un moment de pas bien vous connaître et de vous envoyer un message qui vous correspond pas. Et c'est là qu'on arrive sur on peut arriver par exemple, notamment à des saturations de médias où je persiste à vous envoyer un message, une information sur un média sur lequel vous ne m'attendez pas. Vous ne supportez pas me voir sur, par exemple, vos réseaux sociaux. Parce que vous considérez, vous, consommateur, que sur ce réseau social, vous n'avez pas à recevoir ce type d'information. Et je le sais comment ? Je le sais parce que je vous connais bien. Et si je ne vous connais pas, je vais faire des erreurs sur les canaux que je vais adresser et la façon dont je vais vous parler. On est aussi dans juste pour compléter, effectivement, on passe du push au pull, c'est-à-dire que c'est vraiment le user, le customer qui va, par son comportement, nous indiquer ce qu'il attend. Donc on est vraiment dans une autre logique, et en interne, dans les services marketing, c'est aussi une difficulté parce qu'il faut avoir cette transition dans les méthodes de travail. On ne fait plus des segmentations, on va avoir un ciblage qui va être beaucoup plus comportemental, très automatisé. Et ça, dans les entreprises, c'est parfois long à mettre en œuvre et changer les mindsets par rapport à ce nouveau paradigme. Et pour faire de la gestion de omnicanal, puisque vos clients, vos consommateurs, eux, ils ont affaire à une quantité, ou ils sont exposés à une quantité de canaux sur lesquels, alors exposés ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez avoir leurs adresses mail, vous pouvez avoir leur numéro mobile, vous pouvez avoir le droit d'accéder à leur compte Facebook, en tout cas le droit de communiquer avec eux sur Facebook. Vous avez un ensemble d'éléments
et autant de chances finalement de les rencontrer. Mais autant de chances de les rencontrer, comme je le disais précédemment, mais de bien les rencontrer, de les rencontrer là où ils vous attendent, de les rencontrer avec la pression qu'ils attendent sur tel ou tel média. Leur interaction, la façon dont ils vont réagir à vos messages, elle est primordiale, elle doit être comptabilisée, elle doit être identifiée, elle doit être valorisée comme autant de façons attendues de communiquer avec eux. Alors comment on fait ça ? Bon, on le fait avec une plateforme, forcément. Donc nous sommes éditeurs de notre plateforme qui s'appelle NP6 CM pour Conversational Marketing. Et cette plateforme, elle va être le repository là où la donnée va se concentrer. Mais ça ne va pas suffire. Il va falloir de l'accompagnement. C'est-à-dire que bien souvent, on se retrouve dans des situations, on l'a vu, d'un environnement complexe. Si ça avait été simple, je pense que vous l'auriez fait. Si ça avait été simple, ou en tout cas facile de pouvoir agréger toutes ces données, vous auriez fait différemment, de façon à ce que, justement, de ne pas vous retrouver dans cet ensemble plutôt complexe de multisources de données. Notre job, ça va être d'accompagner nos clients dans la lecture de l'ensemble, quelle qu'en soit la technologie, hein, des sources de données et d'accompagner dans l'agrégation. Ça, c'est le premier point. On suit le cheminement de la CDP, puis ensuite de conseiller sur qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, quel type de communication et quel type de communication demain vous pourrez faire. Donc l'autonomie, on donne aussi de l'autonomie, on parle de conseil, mais on veut avant tout que nos clients, on l'a vu dans la mission qui est la nôtre, c'est de vous donner la main pour que les équipes marketing puissent facilement rentrer en interaction avec l'outil. Là, on est sur un exemple d'exploration et de la segmentation de la donnée. Donc, toute la donnée, là, on est déjà sur un point avancé où toute la donnée est rentrée dans l'outil. Et je vais pouvoir composer ma segmentation en fonction d'éléments qui sont ici, qui ne seront probablement pas les mêmes que ceux que vous allez intégrer, mais qui sont finalement la liste exhaustive des informations qui ont été rentrées dans l'outil. Ça peut être des dates de naissance, ça peut être des noms, ça peut être des dates d'achat, ça peut être des montants d'achat, ça peut être Et ensuite, on va pouvoir travailler sur la périodicité d'achat, la date d'anniversaire. On va voir un cas tout à l'heure d'anniversaire. Comment est-ce qu'il est géré dans la plateforme. Et rentrer dans une finesse, une vraie finesse. Donc, vraie finesse veut dire finesse également dans les scénarios que je vais mettre en place. Parce que je ne vais pas parler de la même façon à quelqu'un à qui je vais fêter son 60e anniversaire, comme ça va être le cas que l'on va voir après, ou son 30e anniversaire, ou l'enfant de la personne ou l'anniversaire d'un enfant, par exemple. Un peu. Comment ? Ça bug un peu. Ça bug un peu, on passe. Et c'est là que je vais faire effectivement un scénario, mais qui peut être le même dans sa forme, mais totalement différent dans son fond, c'est-à-dire dans les messages que je vais transmettre, parce que justement, je ne suis pas sur la même personne en face de moi. Pas pour le même anniversaire, pas pour le même contenu à destination d'une personne qui aura 60, 30 ou 15 ans. L'automation, il peut être descriptif. Donc descriptif, c'est je fais une segmentation objective sur une population dans ma CDP, les hommes, les femmes d'un certain âge, et je pousse une information qui va être personnalisée en fonction de ces éléments objectifs. Elle peut être réactive, donc ça c'est c'est très intéressant parce que c'est là qu'on va être en interaction avec une connaissance de l'individu sur un état on va le voir assez précisément par la suite sur un cas comme Perfexté où on est dans une réaction. J'ai vu un abandon de panier, un abandon de paiement, une visite sur un site web. Là, on est sur du triggering. Donc, ce n'est pas un élément que j'avais au préalable dans mon système d'information. C'est une information nouvelle que je viens d'acquérir, qui est dans l'utilisation que vient de faire le client. On pourrait dire événementiel, en fait. Événementiel. Ouais. Et cet événement, je vais l'interpréter et lui donner une contrepartie qui va être une réaction. À ce moment-là, on rentre dans un niveau de dialogue. Puisque finalement, on va un peu loin dans cette approche, mais quelque part, quelqu'un qui est arrivé sur votre site, alors vous n'êtes peut-être pas tous e-commerçants par ailleurs, hein, mais qui est arrivé sur un site, qui a commencé à remplir un panier et qui a arrêté. Que vous veniez lui dire pourquoi est-ce que tu as arrêté ton panier, c'est un échange, c'est une discussion. Il a commencé une discussion et vous continuez, vous prenez le relais sur cet échange. Et enfin, on a le prédictif. Donc là, vous n'aviez pas au préalable cette information, il ne vous l'a pas déclarée, vous l'avez déduite d'un certain nombre d'éléments qui vous permettent de dire qu'il est appétant
à un média, quand c'est le cas ça peut être la réactivité, ou à un contenu, c'est aussi la réactivité qui peut nous donner ces éléments, ou à des scores que vous avez vous-même dans vos métiers élaborés et qui vous permettent de dire vous avez fait votre segmentation et vous savez que ce sont des populations qui sont appétentes pour vous. Ces informations, elles vont pouvoir être bien évidemment, au même titre que les autres, intégrées dans l'outil. On est flexible et agile, on peut faire des choses tout à fait basiques. Donc une action, une réaction, un segment d'âge et une campagne. On peut faire des choses beaucoup plus complexes également avec de la temporisation. J'ai une constatation de navigation. Je peux décider que dans 2 jours, je vais réagir, ou dans la demi-heure, je vais réagir, puis dans 2 jours, je vais avoir une autre action, puis dans 3 jours, et ainsi de suite. Et nourrir le scénario de cette interaction. Alors, juste... Pardon. En fait, ce sont les points importants, qui nous semblent importants si vous devez choisir une plateforme. Parce que vous allez toujours commencer par des use cases un peu basiques, et ensuite vous allez souhaiter, quand vous allez avancer et acquérir de l'expérience, intégrer vos propres règles métiers. Et je pense qu'une plateforme, quelle qu'elle soit, doit vous permettre d'avoir cette flexibilité, c'est-à-dire de commencer petit, puis de petit à petit avoir la liberté d'intégrer vos règles métiers, d'être dans une approche beaucoup plus fine, sophistiquée de la relation client, en ayant plusieurs canaux, en gérant des événements, on le verra avec le cas Perfect Stay, très très fin. Et la plateforme doit vous permettre d'avoir ces 2 modes-là, quelle qu'elle soit. Et elle doit être ouverte. Et doit être ouverte. Elle doit être ouverte pour intégrer, on parlait tout à l'heure de third party, de scoring, de CRM existants. Ce sont un ensemble, effectivement, un écosystème dans lequel on évolue et avec lequel vous interagissez, avec lequel on doit interagir pour nourrir la plateforme. J'ai envie de dire, la nourrir dans les 2 sens, finalement. Il y a une réciprocité, finalement, dans l'apport. Pas forcément avec tout l'ensemble de ces partenaires-là, mais bien souvent, on est à la fois dans une réception d'informations en provenance de la tierce partie, et puis inversement, on renvoie une information qui nourrit par ailleurs ce partenaire. Bien sûr, avec l'assentiment du client, on est dans un échange qui est tripartite dans ce cas-là. Donc on l'a vu, plateforme et accompagnement. Quel type d'accompagnement? Déjà l'intégration et l'intégration des flux et l'écosystème partenaire. Bien le comprendre, bien le mesurer. De quoi est-ce qu'on parle? De quelle technologie? De quel type de flux? Et ça, on va le découvrir avec vous. Alors, ce sont les ensembles qui sont plutôt sur la gauche. Aujourd'hui, ils sont vierges, puisque quand on commence, finalement, on est sur une feuille blanche. Et la première des découvertes, ça va être ça. Ça va être de savoir ce que vous avez, quel est votre asset data, et de le valoriser au mieux, comme on l'a vu, pour créer ce capital data. Nous, ce qu'on va vous apporter, c'est la possibilité, effectivement, de taguer votre site internet pour collecter des informations qui peuvent être des informations transactionnelles, qui peuvent être des informations navigationnelles de tout type, qui vont permettre de caractériser vos individus en base, et la réactivité une fois qu'on aura mis en place. Ça, c'est la plateforme qui fournit une information qualitative liée à l'interaction qu'elle a pu avoir avec vos clients. Le reste, c'est effectivement votre info. Et toujours pour respecter le RGPD et le principe de minimisation, il est important quand concrètement vous allez mettre en place un projet de ce type, de repartir de vos use cases. C'est à partir de là, à partir des programmes relationnels et marketing que vous souhaitez mettre en place, de la personnalisation, du ciblage, que nous allons réfléchir vraiment aux données dont vous allez avoir besoin dans la plateforme, pour ne prendre effectivement uniquement ce qui va être intéressant, ce qui va vous servir à faire tourner, mettre en œuvre vos programmes relationnels. Donc il y a une vraie logique, et ça c'est vraiment, avant de commencer ce type de projet-là, se poser, écrire ces use cases concrètement, c'est vraiment une étape essentielle qui va permettre vraiment au projet de bien se dérouler. Parce qu'au départ, le tableau il ressemble à ça. C'est-à-dire qu'au départ, ça c'est un exemple, un cas client, au départ le tableau quand il arrive, eh bien, c'est l'ensemble de l'écosystème du client qu'on a en face de nous et avec lequel il va falloir qu'on interagisse. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas, avec quoi on se connecte, qu'est-ce qu'on renvoie, de quoi est-ce qu'on se nourrit, de quoi est-ce que le client par ailleurs nous demande, avec quoi est-ce que le client nous demande d'interagir et nous demande d'enrichir. Dans le cas présent, on va enrichir la connaissance client on va l'enrichir côté CDP, mais on va aussi l'enrichir côté client. Et on voit qu'on interagit avec d'ailleurs un certain nombre d'entreprises qui sont ici, qui sont des éléments hétérogènes exogènes à NP6, notamment l'appel sortant.
On a parlé de médias, c'est vrai qu'on parle beaucoup, et nous on a un natif, un historique très, très email, mais l'information que je mets dans mon programme relationnel, elle va arriver à des activations de canaux qui sont le papier, l'envoi d'un courrier, l'appel d'un téléconseiller. Ces éléments-là viennent s'intégrer et viennent à la fois recevoir une information en provenance d'NPC CM qui lui dit tu dois appeler telle personne qui a eu tel programme relationnel déjà auquel on l'a exposé, telle communication, voilà sa dernière communication, voilà celle à laquelle elle réagit. Toi, opérateur, c'est le moment que tu l'appelles. Tu l'appelles 3 jours après, exemple simple, hein, tu l'appelles 3 jours après la réception de l'email sur lequel il a cliqué, par exemple. Puis il y a toute une logique aussi de... Ce qui est compliqué dans des environnements complexes comme cela, c'est qu'on n'a pas envie de modifier un système d'information qui est déjà en place, qui est déjà complexe. Donc l'idée, c'est de trouver aussi un partenaire qui soit en capacité de venir s'interfacer avec mon système de données sans que j'ai à modifier quoi que ce soit dans mes différents environnements. On va être en mesure pour être plus pertinent sur les bons segments à adresser, on est aussi en capacité, ce n'est pas une obligation, mais on est aussi en capacité d'apporter des analyses stratégiques. Donc de la segmentation type RFM-PMG, ça a l'air de rien, mais parce que je pense que vous avez l'habitude de pratiquer vous-même effectivement sur vos outils existants, mais c'est des choses qui sont aussi réalisables dans la plateforme. Pour suivre effectivement le cycle de vie de votre client, de la conversion à la rétention. Alors on parlait de préparatifs, de préparer en amont la communication, le plan relationnel que vous allez proposer au client. Ben, ça passe par des schémas, hein, c'est tout bête. Là, on est sur un schéma qui peut paraître simple. Si je vous dis demain, je veux pouvoir mettre en place un dispositif de communication de type date anniversaire à des personnes de 60 ans et plus, ou de 60 ans. Je crois que c'était 60 ans sur ce cas-là. Vous dites, ben, c'est simple, je prends ma base, je regarde les gens qui ont 60 ans aujourd'hui et je leur envoie un email. Mais au final, ça fait quelque chose de beaucoup plus complexe. Ça fait quelque chose qui dit, est-ce que cette personne a un email? Est-ce que j'ai le droit de communiquer avec elle par email? Si je n'ai pas le droit de communiquer avec elle par email, est-ce qu'elle a un SMS? Ça, c'est le process. Si le client décide, si vous décidez de passer SMS, enfin, d'avoir un certain nombre de canaux, dont l'email, le SMS, le papier et par exemple le plateau téléphonique. Et de là, je me retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Et si je veux aller au bout finalement de la communication et être certain d'avoir bien souhaité, comme il se doit, l'anniversaire à cette personne de 60 ans, eh bien, il faut que je passe par un scénario, d'abord une composition à plat, puis une transcription dans l'outil, et là on est sur un scénario d'anniversaire 60 ans. C'est un petit peu plus compliqué que il a 60 ans, je lui envoie un email. Voilà. Mais de là, je suis persuadé qu'à la sortie du scénario, effectivement, les personnes à qui je voulais souhaiter leur anniversaire, on l'a fait, ça a été réalisé, ça a bien été réalisé sur le bon média, avec la bonne pression marketing, au bon moment. Oui, c'est ça qui est difficile en fait, c'est quand on arrive, le client qu'on a présenté avec l'environnement complexe, on n'a pas que des clients comme ça, mais on est sur 400 à 500 programmes relationnels qui tournent en permanence. Et donc, il y a bien une logique de priorisation à avoir en fonction de ses objectifs business et puis de ses objectifs de relation client. Et ça, parfois, seul, même avec une plateforme self-service, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas nous-mêmes comment mettre en œuvre, comment contrôler, comment prioriser un scénario par rapport à un autre. Et l'accompagnement, il est clé pour bien comprendre comment fonctionne une plateforme de ce type, mais aussi pour être accompagné, pour faire les bons choix par rapport à justement vos objectifs stratégiques. Donc ça, c'est essentiel. La pression marketing, c'est très très important et très complexe à mettre en œuvre. Donc on est, nous, le support opérationnel à votre stratégie de transformation digitale. On a des cas, comme on l'a vu, assez nombreux finalement à notre actif. On a une histoire assez longue également. Et notre travail, ça va être d'accompagner. On l'a vu, on est aussi multimétier. Enfin, multimétier. On accompagne plusieurs secteurs d'activité en parallèle. Et donc, on a des cases et des connaissances sur un certain nombre de cas d'ores et déjà rencontrés. Et on travaille aussi sur... pour les marques, pour les aider à comprendre et à faire cette transition entre le relationnel et le marketing qui maintenant
ne font quasiment plus qu'un. Quand on crée des programmes automatisés, on va parler de relations clients au sens large, le marketing va venir s'inscrire, mais on doit tout prendre en compte, justement parce qu'il y a une sursollicitation. On le voit ici sur ce salon, oui, hein. Oui, le lien entre finalement la partie digitale et la relation client, ouais. enfin, elle est évidente, parce qu'aujourd'hui, quand on communique avec un client, on a souvent, et on a ce réflexe-là, j'ai ce réflexe-là, que de parler effectivement de client et d'une relation qui est une relation souvent marchande. Bon, on est souvent en train de parler d'argent avec nos clients, c'est vrai. Mais notre relation, elle ne s'arrête pas là. Elle s'arrête à une relation dans son ensemble, dans l'ensemble de son périmètre. Quand on travaille avec une mutuelle, on parle à la fois de relation avec un adhérent pour lui proposer éventuellement une autre offre, une meilleure couverture, etc. Mais on lui parle aussi de remboursement de frais, de soins. On parle aussi de confirmation de prise de rendez-vous. On parle aussi d'un ensemble de choses qui composent finalement la relation entre la mutuelle et l'adhérent. Qui n'est pas simplement cette relation marchande. Et donc il faut maîtriser l'ensemble de ces échanges, parce que vous n'allez pas fêter un anniversaire à quelqu'un qui vient, c'est un peu un cas extrême, mais c'est vrai que j'y pense parce que c'est le cas d'une mutuelle, à quelqu'un dont le mari vient de décéder. C'est des choses dont vous êtes obligé finalement de tenir compte quand vous êtes une mutuelle. Et donc, si vous n'avez pas la vue de l'ensemble des canaux avec lesquels vous adressez votre... Ouais, c'est des cas un peu... Ouais, c'est pas les plus gais, hein, mais c'est des choses beaucoup moins... Les accidents de la vie. Mais c'est des accidents de la vie, et c'est souvent là où on vous attend, en fait, quelque part, dans votre relation avec le client. C'est là où on vous attend, parce que c'est là où on se dit, il me connaît, il m'a compris, et alors que le commerçant, le e-commerçant du coin ne sache pas que malheureusement, que votre compagne est décédée, pourquoi pas, mais que votre mutuelle ne le sache pas, vous pouvez vous interroger sur ce sujet-là et vous dire, c'est effectivement pas le bon moment. Et ça, la mutuelle, elle doit en tenir compte. Donc on est une plateforme hybride, donc on est éditeur de la technologie, donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui se compose de 70 salariés sur Bordeaux, dont la moitié en R&D. Donc de l'accompagnement, donc des personnels présents, disponibles, en quantité suffisante pour accompagner l'ensemble des projets qui nous sont soumis. Et puis un écosystème, et donc une veille permanente sur l'écosystème dans lequel nous interagissons. En tout cas, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre. On mais pense que c'est la bonne équation pour réussir un projet de ce type. C'est vraiment le bon mix entre avoir une capacité de self-service, parce que mon équipe marketing doit être autonome, j'ai besoin d'accompagnement à l'onboarding, au setup, parce que j'ai possiblement beaucoup de flux, possiblement beaucoup de programmes relationnels ou des programmes relationnels extrêmement fins, et une ouverture à un écosystème, parce que moi j'ai mes applications métiers, j'ai mes propres partenaires, et j'ai besoin que cette plateforme communique et se connecte à d'autres canaux. Alors on a parlé très très complexe, on a parlé vraiment de multiflux, plusieurs canaux. Est-ce que ça marche avec un pure player? Est-ce qu'une Customer Data Platform, ça fit avec quelqu'un qui a un business purement digital? Moi, je vais vous présenter le cas PerfectStay. Je vous dirais que oui, parce que tout dépend de la valeur que vous mettez dans justement vos programmes relationnels, vos programmes marketing et dans le customer centric. Si vous voulez arriver à quelque chose d'extrêmement fin et qui prenne en compte différents canaux digitaux, le Customer Data Platform avec de l'activation, ça peut fitter aux besoins. Donc très rapidement, en fait, PerfectStay, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une start-up qui a été créée en novembre 2016. C'est un tour opérateur avec un positionnement assez unique sur son marché, parce que c'est le premier acteur qui propose une solution B2B2C pour permettre aux grandes marques qui ont beaucoup d'audience de proposer à leurs clients des voyages exclusifs à des prix attractifs. C'est-à-dire que si je vous dis Air France Voyage, La Redoute Voyage, vente privée, en fait derrière c'est la plateforme PerfectStay. Voilà, donc c'est une plateforme qui fonctionne en marque blanche. Il y a Corsair, La Redoute, Air France. Ils ont fait 13,5 millions d'euros en 2017 et c'est une entreprise qui se développe beaucoup. Ils vendent donc du voyage, du produit packagé, vol plus hôtel.
Et en fait, la proposition de valeur de Perfect-Stay, elle s'appuie sur 4 piliers. La gestion commerciale des deals, comme un tour opérateur. Donc c'est Perfect-Stay qui va négocier en interne des tarifs hôteliers pour ses propres clients, enfin ses partenaires. Elle offre une plateforme technologique, package vol plus hôtel, mais elle va aussi proposer en marque blanche de gérer l'ensemble du digital marketing pour ces marques-là. Donc pour Air France, la collection Air France, pour la Redoute. Alors certains clients prennent tout ou partie, mais ils proposent l'ensemble des dispositifs d'acquisition et de fidélisation, donc PRM, CRM. Et ils vont aussi proposer du fulfillment, c'est-à-dire un call center pour accompagner justement le client final de la réservation jusqu'à son retour de voyage. Donc c'est une offre assez complète, solution clé en main. Et leur positionnement, en gros, c'est de proposer un business voyage à des grandes marques pour générer du chiffre d'affaires incrémental très très rapidement. Donc ils vont dupliquer des mécaniques PRM, CRM et puis leur plateforme technologique sur différents comptes. Donc c'est un principe de vente privée. D'accord. Donc, qui dit vente privée dit j'inscris mon email pour recevoir les offres exclusives. Donc, pour eux, l'email est vraiment le premier levier d'interaction avec leurs clients. Bon, on se doute bien que forcément, dans ce concept de vente privée, la pression relationnelle, marketing, elle est quand même assez importante. Et pour le coup, c'est intéressant pour Perfect-Stay de proposer justement à leurs clients en marque blanche de gérer cette expérience client-utilisateur pour justement mettre à profit de leur marque toute leur expertise, donc du premier clic du consommateur jusqu'au son retour de voyage. Donc l'email, c'est un peu leur Google à eux, c'est là où l'investissement est le plus important. Il n'y a pas d'autre levier d'acquisition d'ailleurs. Quand tu travailles avec un partenaire, quand on parle des marques, des programmes qu'on a cités précédemment, il y a une fourniture de la part du partenaire de la base. La base de travail, la base email, elle va être fournie par le partenaire. Et eux vont animer et travailler sur cette base-là. Mais ils n'ont pas d'autre levier. C'est-à-dire que le seul média avec lequel ils vont échanger avec le client du client, finalement, le B2B2C, bien c'est l'email. Après, il y a un peu de call center, mais ça vient. Mais ça, c'est le premier levier. Ouais. Alors, quand Perfect-Stay est venu nous voir en 2016, en fait, en gros, ils nous ont dit, voilà, on est en train de créer notre offre, parce qu'au départ, ils l'ont créée pour eux-mêmes. Ça s'appelait perfectstay.com. On doit mettre en place, on va publier le site dans 2 mois. Et en fait, on a besoin d'une Customer Data Platform opérationnelle avec tous les programmes relationnels opérationnels dans 2 mois. Donc, le challenge, il était quand même important, mais on a réussi notamment à leur proposer différents scénarios qui rejoignaient justement cette problématique, donc de proposer une expérience utilisateur optimale via de l'automatisation, donc du cross-device évidemment. Parce qu'il y a 2 choses en fait pour Perfect-Stay. Aujourd'hui, 50% des visites sur les plateformes proviennent du mobile, mais 50% des réservations se font sur desktop. Donc ça, c'était important parce qu'ils avaient besoin de programmes relationnels qui puissent faire une passerelle en fait, entre les 2 univers. Et c'est ce que le retargeting, donc ça c'est une des possibilités de l'activation marketing et notamment de la Customer Data Platform, c'est ce que le retargeting permet de faire. Donc deux petits cases en fait, ici c'est ce qui peuvent paraître rien, mais dans les résultats on verra que le retargeting, pour eux, c'est 15% du chiffre d'affaires. Hein. C'est quand même super important. Ça paraît être des mécaniques assez basiques, mais c'est 15% du chiffre d'affaires. Donc ici, l'idée était juste de pouvoir retargeter toutes les personnes qui abandonnaient un panier, un devis, pardon, avec des temps d'attente entre chaque envoi adapté, évidemment, parce que la pression marketing, elle est par ailleurs extrêmement forte, avec un lien direct vers le devis qu'on retrouve. Donc ici, pour limiter la pression marketing, on va, quand on recherche un voyage, on va peut-être hésiter sur la destination, on veut une destination soleil, on va peut-être regarder 2-3 destinations. Donc ici, on a la personnalisation avec le contenu des 3 derniers devis consultés sur le site.
Et ensuite, une personnalisation avec les 6 dernières ventes en cours qui correspondent au profil et à l'appétence du consommateur. Alors évidemment, on va vérifier quand on met en place ces scénarios de retargeting qu'il n'y a pas eu un achat entre-temps. Donc on va vérifier pour chaque produit, on va attendre le temps qu'il faut, on va aussi travailler la priorisation par rapport à d'autres programmes relationnels pour trouver évidemment le bon timing et faire que cette pression ne soit pas trop importante. Un autre case, c'est le retargeting sur abandon de paiement, où là, de la même manière, on a une personnalisation avec le contenu du panier, donc ça en temps réel. Ensuite, on a des timers, mais ça peut partir en temps réel. Et ensuite, une personnalisation de l'avis d'expert lié au produit. Donc on va aller s'interconnecter avec plusieurs catalogues distants pour récupérer cette information et faire la bonne personnalisation dans les mails. Et au-delà de ça, pour chaque marque donc pour lesquelles Perfexté travaille, donc évidemment il y a une personnalisation fine parce que s'il n'y a pas de pertinence, la perception du consommateur vis-à-vis des offres qu'il reçoit de Perfexté ou de ses partenaires va être impactée. Et par ailleurs, vous connaissez un peu le principe, en vente privée, on a quand même une pression importante. Ici, on a de la newsletter et ensuite 2 newsletters par semaine et ensuite 3 à 4 campagnes ciblées par semaine, ce qui est quand même assez important. Donc il faut réussir à mixer tout ça pour justement ne pas être dans la sursollicitation inutile. Et la sursollicitation d'un message qui n'est pas attendu ou qui n'est pas attendu ou souhaité avec un contenu qui ne vous correspond pas. Parce que si... la pression va avec l'appétence, va avec l'intérêt. Si je vous envoie un email tous les jours avec la même information ou une information qui ne vous correspond pas, vous allez vite vous agacer. Alors que là, effectivement, l'objectif, c'est de trouver celle qui va vous correspondre et dans laquelle vous allez vous reconnaître et qui fera que vous serez un futur client dans les jours ou dans les semaines qui viennent. En gros, Perfexté, juste pour quelques métriques, c'est 9 comptes chez nous, 9 comptes différents, 9 partenaires adressés avec des Customer Data Platform en silo, évidemment, tout est traité séparément, avec des programmes PRM, CRM duplicables sur chaque marque adressée. Des flux de navigation web, avec la particularité qu'on reconstitue en fait le flux transactionnel à partir du flux de navigation web qu'on récupère. Donc on va aller chercher les produits, les montants et reconstituer un flux qui va permettre ensuite à Perfexté de faire des ciblages extrêmement fins dans l'interface. Voilà les catalogues produits évidemment pour la personnalisation des emails et petit ordre d'idée, donc ça c'est le nombre d'emails envoyés en 2018 via notre plateforme. Alors comme je vous disais, ça peut paraître un peu trivial, mais le retargeting chez eux, c'est pour ça que j'ai fait le focus sur ces 2 programmes, parce qu'il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement important. C'est 15% du chiffre d'affaires. Donc, vraiment, on se doit d'être extrêmement fin dans la personnalisation, dans les timers, comme je le disais, avec des taux d'ouverture à plus de 30%. Par rapport aux newsletters, on est à peu près à 20%. Donc, c'est un énorme levier de business qui a permis, là, sur les 2 dernières années, d'acquérir plus d'1 million d'utilisateurs à Perfexté. Donc la promesse est tenue. Et en gros, quand on leur demande pourquoi ils nous ont choisis, ce qu'ils mettent en avant, c'est la rapidité, l'agilité et la qualité de l'intégration, parce qu'il fallait aller vite. Et il fallait leur permettre aussi maintenant, quand ils ouvrent un nouveau partenaire, d'aller vite dans la duplication en fait, de leur PRM, CRM, modèle de base de données. La délivrabilité, parce que ça ne sert à rien si les mails n'arrivent pas en boîte de réception. Ça peut paraître, c'est vrai que ça fait des années qu'on en parle, mais sans ça, on aura beau mettre en place toutes les mécaniques possibles, si ça n'arrive pas en boîte, on n'aura pas trop de résultats, quoi. Et la pertinence des messages, des messages est clé aujourd'hui dans la délivrabilité. Si vous n'ouvrez pas vos messages, alors ouvrez-les, s'il vous plaît, ouvrez vos messages. Si vous n'ouvrez pas vos emails, eh bien la réputation ou l'ISP, l'Internet Service Provider, Google, Microsoft, peut considérer que c'est un désintérêt. Donc si vous envoyez des messages avec une pression trop forte sur des messages que les gens n'attendent pas, ils vont finir par ne plus les ouvrir. Google ou autre ISP va décider que lui, arbitrairement, cette information ne vous intéresse pas
Et du coup, l'annonceur, vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus, mais donc lui ne pourra plus faire échanger avec vous. Donc c'est important en termes de délivrabilité d'avoir aussi cette finesse-là. Et enfin, la finesse des scénarios, parce qu'on n'a pas tout montré, mais par exemple, dans l'automation, on peut exécuter des scripts qui vont aller appeler des canaux, des interfaces différentes, aller chercher de la donnée, du catalogue produit. Donc cette finesse, elle est importante quand on... Vraiment, le canal, notamment email, mais tous les programmes relationnels sont importants pour la marque. Bon, vous voulez terminer quand même par le en bref, les questions que vous devez vous poser avant de choisir une CDP. Il faut soi-même se poser les bonnes questions avec sa connaissance métier, savoir réellement quels sont les use cases, quelle est la place de la relation client dans mon entreprise avant de se lancer dans ce type de projet. Il faut maîtriser la gouvernance de la donnée, donc identifier au sein de votre entreprise où se trouve la donnée, qui la gère, qui peut la partager, et dans l'entreprise comme à l'extérieur de l'entreprise. Et ensuite l'organiser, l'orchestrer dans son interaction avec la Customer Data Platform. Il faut aussi penser au croisement des données entre ces prestataires et ces métiers pour pouvoir évidemment ensuite la mettre à profit d'une technologie agile et pour pouvoir mettre en place ces scénarios. La mettre en musique, oui. Et puis choisir une technologie et un accompagnement agile. Et donc effectivement, ça ne va pas suffire d'avoir une... Alors ça peut suffire. Il y a effectivement dans les programmes relationnels, il y a des outils qui effectivement sont sur lesquels vous pouvez être grandement autonome du début jusqu'à la fin et sur lesquels vous n'avez pas de conseils. Mais bien souvent, en fait, et c'est ce que l'on prône, nous, c'est l'accompagnement agile, réactif et pertinent en fonction du secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Vous avez le métier, vous avez votre métier, vous êtes certainement beaucoup plus taiseux et connaisseur de votre métier, de vos enjeux. Et ces enjeux-là, il faut les reporter dans une plateforme. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le lien. Il faut un traducteur qui va faire que vos informations, vos objectifs vont rentrer dans la plateforme. Et c'est ce rôle-là qu'on se propose de tenir. Tout en vous laissant par la suite la totale autonomie sur l'utilisation au day-to-day de cette plateforme. Alors juste si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans le sujet, on organise une conférence avec l'EBG la semaine prochaine où Antalis, Carglass, Harmonie, Legrand et bien d'autres viendront partager leur retour d'expérience sur justement la data, l'expérience client, les enjeux qu'ils ont dû relever pour être customer-centric. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas le temps pour des questions. Si, on a le temps pour des questions alors. Alors si on n'a pas le temps... Au contraire, vous avez le temps pour des questions, n'hésitez pas. Ouais, alors le temps pour les questions. Donc ne partez pas, s'il vous plaît. Fermez la porte là-bas. Ouais. S'il vous plaît, Johanna, ferme la porte. Et deux, il y a également quelques personnes NP6, des personnels NP6 qui sont là, qui pourront répondre à vos questions après la présentation. Donc, nous vous écoutons pour vos questions. S'il y en a. On a été super clair, je pense. Ah, si, une question. Bonjour, par rapport à la connexion, j'ai deux questions. Est-ce que vous vous connectez à des CMS homemade, pas des solutions déjà existantes? Et est-ce que les connexions se font par système d'API ou c'est un autre fonctionnement? Tout type de connexion avec tout type de système. Vraiment. Et se fait par API? Oui. Oui, bien entendu. Ouais. Bonjour. Bonjour. Donc dans votre plateforme, on paramètre les différents scénarios pour contacter nos clients. Est-ce que ça veut dire qu'on peut paramétrer toutes nos différentes campagnes, Facebook ou email ou autres, directement depuis votre plateforme? Alors on va pouvoir paramétrer, je réponds précisément à la question, on va pouvoir paramétrer l'interaction que l'on veut avoir sur une population avec les réseaux sociaux. On va avoir à la fois des canaux natifs d'activation, donc la composition d'un SMS, d'un email va se faire à l'intérieur de la plateforme. Il y a deux sujets finalement. Où est-ce qu'on programme et où est-ce qu'on construit? On programme dans la CDP. Donc la CDP vous permet de construire votre programme relationnel. À tel moment, j'envoie une information au plateau téléphonique, c'était mon exemple de tout à l'heure. À tel moment, j'envoie
telle information à Facebook ou à Google. Là, j'ai temporisé et j'ai dit ce segment va aller dans les réseaux sociaux. Par contre, votre action dans les réseaux sociaux, la façon dont cette population accueillie, ce segment accueilli chez Google ou chez Facebook, va être traité avec quelle campagne, c'est vous qui allez le paramétrer dans les outils Google et Facebook. Merci. On a encore le temps de prendre des questions, n'hésitez pas. Bon, merci beaucoup. Merci. Et à votre disposition en suivant. Oui, puis voilà, vous avez des livres blancs aussi sur notre site si vous voulez aller plus loin dans les use cases et la technologie. Merci beaucoup.